Jamais la petite gare de Conflans n'avait connu pareille effervescence. Ce 2 juillet au matin tenait à la fois d'un album animé de Tintin et d'un départ coloré pour colonie de vacances. C'est que ce 2 juillet n'est pas jour ordinaire. 450 jeunes hexagonaux de 14 à 24 ans embarquent avec plusieurs tonnes de matériel à bord de 20 wagons sur les traces de Marco Polo via l'immensité soviétique. Dernières embrassades, ultimes recommandations humides, avant le départ pour 11 jours et 10 nuits en train, 5 pays, 11 000 km et 10 fuseaux horaires. Cette flopée d'adolescents, bercés par Sandrars et Kessel, vont rêver d'aventure pour 8 200 francs clés en main, ou sponsors oblige pour les plus malins, tenter de vendre des marques ou des idées aux autochtones de l'Empire du Milieu, paraît-il en pleine mutation. On a déposé le projet, la limite, sans même concevoir qu'on serait accepté et qu'on recevrait 15 jours après la réponse te disant ah, vous partez. Je m'étais dit que jamais dans ma vie j'aurais l'occasion d'aller en Chine. Et il y a eu ce projet et on a été sélectionnés et bon, c'est super, quoi. Clin d'œil, baiser volé, on joue ce matin-là à guichet fermé les strogoffs en goguette, les détrousseurs de continents agitant leurs mouchoirs. Les ambassadeurs d'une jeunesse persuadée de trouver le bonheur au bout du quai. Mais ce charter qui roule vers la Chine, c'est aussi un extraordinaire laboratoire. 150 projets plus fous les uns que les autres. Les uns destinés à animer l'équipée. Défilés de mode, stations de radio, fresques géantes, journaux. Les autres pour nouer des contacts avec la Chine. Projet, mot de passe obligé pour qui voulait faire partie du voyage. Dès les premiers kilomètres, on prend possession du convoi. On regarde une dernière fois, derrière soi, sans véritable nostalgie, et on s'installe confortablement, avec l'ambition d'en savoir un peu plus sur ce que réserve vraiment le trajet. Et puis, très vite, les activités s'organisent. La fonction des compartiments se précise. On marque son territoire en exprimant les raisons de sa présence à bord, ses envies ou ses penchants. C'est le round d'observation. Au fur et à mesure des paysages et des gares, les frontières défilent et les habitants du train commencent à se reconnaître. Il aura fallu 2 jours et sentir l'approche du rideau de fer pour que la curiosité démasque dans les yeux un vague dépaysement. Au dernier poste frontière, avant la Pologne, l'euphorie gagne les plus timorés et le train se transforme en une immense foire ambulante. Mais le premier choc n'est pas loin, juste derrière ce lever de soleil. Alors, la recommandation, vous devez garder vos passeports sur vous, sur votre corps. Cette fois, la Pologne est là, sur le ballast. Ouvriers et badauds se pressent sur le quai d'en face pour apercevoir ce convoi étrange. Mais les autorités veillent à ce que personne ne puisse approcher. Seule la télévision officielle a obtenu l'autorisation de filmer de près ces occidentaux de passage. L'itinéraire prévoyait une halte en gare de Varsovie. Le train fut détourné sur une gare de banlieue. Varsovie que l'on aperçoit au loin en forçant le regard. La froideur de l'accueil a brisé un moment le formidable élan qui commençait à saisir la colonie. J'ai pas pu dialoguer avec eux ni les connaître. Je les ai vus très tristes, c'est tout. Mais remarquez, on était complètement éclatés dans le train, donc le contraste était encore plus grand. Sous les pinceaux des artistes du train, les wagons prennent des allures psychédéliques. Inconsciemment, le but est de regonfler le moral des troupes privées de couleurs. Et ce n'est pas cette gentille rengaine comme une litanie dans cette dernière gare polonaise de Terespol où ce couple en habit de folklore avec l'accent syncopé de leur accordéon qui peut gommer un malaise ressenti depuis Berlin et Varsovie.
Le voyage a basculé. Ces haltes minutées, au risque d'en laisser quelques-uns comme ici sur le quai, ces haltes trop courtes permettent à peine d'échanger quelques objets. Des photos prises au hasard au-dessus de l'épaule du voisin serviront de témoignage, mais visiblement à chaque arrêt, ces Français quelque peu envahissants sont regardés comme des Martiens. On a joué les Japonais à Paris, quand on est tous descendus, tac tac tac, on a tous mitraillé. Il y a même eu la scène où une nana qui a posé le jean sur De Polonais, et puis nous, t'as les fous, on a filmé. C'est bien, mais bon, c'est un peu gênant. Ça veut dire que vous les avez un peu violés, quoi. Ah ouais, carrément. Les faubourgs de Moscou se profilent à travers les carreaux. La veille, 4 heures furent nécessaires pour franchir la frontière soviétique. Chaque valise, le moindre sac fut fouillé, retourné par des douaniers soupçonneux, avant que le transsibérien ne soit investi par une horde excédée de cette fouille en règle, mais ravi de poursuivre sa route. Ah, Moscou, nous voilà Moscou. Les quais de Moscou, comme toujours depuis l'entrée à l'Est, sont déserts. À croire que dans cette partie du monde, on n'emprunte pas le chemin de fer. En réalité, l'arrivée du Paris-Pékin est juste tolérée. Inévitable au moment de l'année internationale de la jeunesse, les soviétiques ont permis ce transit en prenant soin de mettre beaucoup d'air entre la population et ses 450 Français. Tourisme au pas de course sous un ciel désespérément pluvieux. Les principaux monuments défilent comme des cartes postales. Quelques pas sur la place rouge, une ou deux photos du Kremlin, de la basilique Saint-Basile ou du tombeau de Lénine, et en voiture jeunesse. Moscou, malgré sa froide beauté, laissera pour beaucoup une impression de frustration. Frustration de ne pas avoir plus de temps pour mieux découvrir cette capitale triste mais fascinante. Au moment du départ en fanfare, un instant, les regards de quelques moscovites se sont éclairés, amusés par la liesse de la petite colonie. Désappointé par l'introduction désordonnée de 450 surexcités, le personnel du train russe se méfie d'abord, mais progressivement, l'enthousiasme le gagne. Malgré la communication difficile, on se parle par gestes, par sourire, ou en aidant le plus souvent dans leurs tâches quotidiennes, serveurs et cuisiniers, dépassés par les 4 services qu'ils doivent assurer pour nourrir le convoi. Le train maintenant a pris ses allures de croisière pour traverser les étendues sibériennes. Les 3 journaux du Paris-Pékin sont confectionnés à la main sur une Renéo amenée spécialement pour l'occasion. Les informations concernant la vie à bord donnent une idée des menus ou de l'avancée des activités. Quelques pages culturelles sont parfois proposées sans oublier des libres opinions sur les pays traversés. Plutôt du style d'Adzibao, le canard laqué affiché dans chaque compartiment permet des dépannages en tout genre. Grâce à ces annonces, on peut trouver des piles pour son magnétophone ou sa compagne d'un soir. Dehors, le temps ne s'arrange pas vraiment et confère aux isbas et aux scènes de rue un air désolé. Sur les quais de cette petite gare de province, la troupe de l'unité, embarquée pour ponctuer joyeusement le voyage, tente d'entrer en contact avec quelques riverains. Malgré les sourires et les regards ahuris, le contact est difficile. Le temps est passé, il faut maintenant repartir. Désormais, la colonie se retourne sur elle-même. Les paysages traversés, les visages rencontrés n'auront plus qu'une valeur symbolique. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans le train. Ce qui compte, c'est de s'éclater avec ses compagnons de voyage.
Ce n'est qu'aux premières heures du jour que la compagnie, défoulée, repue de musique, regagne ses locaux exigus. Mais ce matin, en passant devant ces premiers horizons sibériens, le cœur bat plus vite. Quelques adolescents se sentent coupables de rouler en terre de bagne avec le regard de danseurs de tango. Et pourtant, l'émotion passée, chacun reprend le fil de son activité, traçant en s'appliquant pour certains le profil d'un voisin de couloir, sous le regard d'un provetnik, véritable chef de wagon qui, dans un langage convenu, n'accorde aucun avenir à cette jeunesse livrée à elle-même. Je ne sais pas s'ils ont un but, mais ils redoutent de ne pas trouver le travail à la fin de leurs études. Ici, en Union soviétique, le gouvernement garantit aux jeunes le plein emploi. Et nous ne sommes pas obligés, comme en Occident, d'accepter un métier pour lequel nous n'avons pas été formés. « 15h22 dans ne sait plus quel jour. Dans ce long travelling, tous les jours se ressemblent. En entrant en gare d'Omsk, deux autres convois, comme par hasard, mettent le Transsibérien en quarantaine. En face, des soldats soviétiques en partance pour le sud, et sur les voies, des cheminots vérifient les bogies, tandis que sur un autre quai, des femmes en fichu remplissent d'eau froide les cuves du train. Chacun s'ébroue indifférent à ces scènes déjà vues, encellophanées par la lassitude qui gagne. Quelques regards perdus se posent sur des isbas de bois peint, 8 jours déjà depuis Paris, belle lurette, que la plupart des jeunes ont occulté le paysage. Pris dans ce tempo lancinant du voyage, certains se sont abonnés au thé chaud, seule boisson potable, vendue quelques kopecks. La nuit tombée, le rythme s'accélère. On sent parmi ces aventuriers du rail un désir aigu de se retrouver les uns chez les autres, les uns sur les autres, comme pour faire un sort à ce huis clos asphyxiant. On se barbouille le visage, on se taille un habit d'arlequin, histoire de tuer le temps. C'est nous le wagon 13, nous sommes les plus balèzes, pas le cul entre deux chaises, c'est nous le wagon 13. Et c'est parti pour un carnaval endiablé. Chacun aura sa part de folie, sa dose d'hystérie. Cette nuit-là, les accompagnateurs du train russe n'ont pas hésité à prêter quelques-uns de leurs uniformes. Invités à la fête, ils ont refusé, mais n'ont pu s'empêcher d'observer du coin de l'œil ce débordement spontané qui les changeait sans doute de leur quotidien. C'est nous le wagon 13, c'est nous les plus balèzes. C'est nous le wagon 13, c'est nous les plus balèzes. Il fallait casser ses habitudes et trouver un autre rythme et former effectivement une communauté qui allait en Chine. Et cette communauté, elle s'est créée d'elle-même par petits groupes, dans les compartiments, dans les wagons. Et je suis certain qu'on va arriver sur les quais de Pékin, on sera vraiment 450. Fini les tentatives de dialogue ou les distributions de badges. À Novosibirsk, c'est le déchaînement total. On allume des feux de Bengale en tête de train, on envahit la gare, devant des soviétiques médusés mais silencieux. Un peu pour faire la nique à l'ambiance glaciale réservée depuis Brest-Litovsk. Et puis, au point de repartir, une scène qu'on nous empêche de filmer. Sur ce quai, des provisions sont débarquées sous le manteau pour être revendues au marché noir avec la bénédiction des officiels. On comprend mieux le rationnement des derniers jours. À bord, la vie reprend son cours. Les stylistes en herbe de l'atelier de mode achèvent les modèles, les ensembles New Look qu'ils présenteront quelques jours plus tard devant un parterre de Pékinois. D'autres, plus loin, peaufinent des projets encore plus ambitieux destinés à prolonger leur séjour. Ce train est en fait un espèce de micro-bouillon de culture où plein de gens peuvent se rencontrer, des gens différents. Je crois que c'est ça en fait tout l'intérêt du train. Alors concrètement, qu'est-ce que tu vas négocier sur place? On a proposé deux choses, soit des prospections commerciales pures, soit des études, soit de la quête d'informations sur la Chine. Donc certaines entreprises ont passé commande directement à l'association avec des contrats qu'on a mis en place, des contrats fixes qu'on a facturés pour pouvoir vivre en Chine puisqu'on reste jusqu'à la fin septembre.
Les réveils sont de plus en plus difficiles à mesure que l'on avance et les décalages horaires de moins en moins supportables. Après Irkoutsk, le lac Baïkal est tout proche. On l'aperçoit enfin à travers les brumes matinales. Cette mer intérieure contient le 5e des réserves d'eau douce de la planète et il faut au convoi plusieurs heures en se levant dans ses 300 km de rive pour finalement le quitter aux prémices de la Mongolie. Peu à peu, le décor se transforme. Les plaines se gaufrent, la frontière n'est plus très loin. À l'approche du but, les couples se sont formés façon Club Med, histoire de faire un peu mieux connaissance. Déjà, des camions militaires et un camp de toile de l'armée rouge annoncent la Chine. Les bagages s'entassent une